écoute, moi je m'appelle Ahmed Biral, j'ai grandi et je suis quasiment né dans les cités aux 3000, des grandes cités réputées. Et j'ai eu la chance de rentrer à la RATP parce que on pensait pas un jour rentrer à la RATP. Il faut savoir qu'à la RATP, ils ont commencé à embaucher les Arabes et les Noirs en 2003. On a quand même postulé à la RATP sans penser un jour qu'ils allaient nous prendre. Et on a postulé, on savait qu'ils nous ont pris parce que avec le temps, on a bien compris qu'il y avait tellement d'agressions qu'il fallait redonner image à la RATP, embaucher un peu plus de Noirs et d'Arabes pour les foutre en banlieue. Et voilà, c'est pour ça que je suis rentré à la RATP parce qu'on cherchait un boulot, parce qu'il fallait bosser. C'est-à-dire que là, nous, on connaît bien la banlieue, on sait que c'était très très dur d'avoir un travail. Le jour où ils ont ouvert les portes, bien sûr qu'on est tous partis. Et de là, on rentre à la RATP. On rentre à la RATP et je comprends qu'est-ce qui se passe entre la RATP et la banlieue, c'est deux choses. C'est deux choses qui sont quasiment pareilles, parce que savoir qu'il y a la répression, on l'a subi en banlieue, on se battait contre la police. On se battait parce qu'ils venaient nous faire chier. Et moi, je pense que voilà, le fait d'avoir grandi en banlieue et n'avoir jamais baissé la tête contre ces policiers-là, donc comme on dit souvent, on a le bac plus 5 de la rue et c'est pas donné à tout le monde. Et quand tu rentres à la RATP, je me suis dit, vas-y, je rentre à la RATP, j'arrête tout ça, je viens, je fais mon boulot, je rase les murs et voilà, mes parents étaient super contents. C'est-à-dire que mon père, moi et ma mère, ils viennent d'Algérie. Après l'indépendance, ils arrivent en France. Voilà, mon père était peintre. Et on sait la misère qu'ils leur ont fait dans les entreprises. C'est-à-dire que nous, on avait quand même cette culture où dire, voilà, tu as une belle boîte, tu fermes ta bouche, tu bosses et tu rentres. Ok, moi, je rentre à la RATP. Au bout de 3 mois, t'as des chefs, t'as l'impression que c'est la police nationale. Ils sont là, ils te menacent encore pire que dehors. Et c'est de là que je m'embrouille, la première fois que je m'embrouille vraiment vulgairement avec les chefs. Et là, le syndicaliste de la CGT vient me dire, ouais, Ahmed, voilà, faut que tu te syndiques, tu peux pas insulter les gens. Et c'est là que je commence à rentrer, je commence à militer, mais à militer, moi je milite à ma façon. Et voilà, je suis resté avec mon vocabulaire à moi, me battre, et c'est ce qui me coûte quand même cher, parce que savoir que moi, de la mise à pied, j'en ai pris énormément, des conseils de discipline, j'en ai pris aussi énormément. On a essayé de me virer aussi de la RATP, tout simplement parce que j'ai fait grève pendant 2 mois par rapport à la réforme de retraite. Là, on se bat contre la RATP. Encore, on se bat pour tout le monde, parce que quand je suis en grève, je me bats quand même pour les boîtes du privé et tout ça. Et là, c'est là que je vois que la RATP, elle rigole pas, nous ramène des CRS, ils nous tabassent sur nos piquets de grève. Moi, je prends 2 mois de mise à pied parce qu'on m'accuse comme quoi j'étais le leader de toute cette grève et j'avais bloqué les dépôts. Je sors de 2 mois de grève, de 2 mois de mise à pied. Tac, 2 mois de mise à pied sans salaire. 2 mois de grève sans salaire, ça me retrouve 4 mois sans salaire. Bon, après, il y a eu quand même une super solidarité des gens qui ont fait une caisse de grève. Ils étaient super solidaires, c'est-à-dire qu'ils nous donnaient de l'argent. Et là, quand je reviens de 2 mois de mise à pied, 3 mois après, on me refout au conseil de discipline parce que je dénonce les agressions sexuelles à la RATP. Et c'est de là que je dénonce les agressions sexuelles à la RATP sur des patrons, sur des directeurs de centre. Et c'est là où on essaie de me virer parce qu'on m'accuse d'harcèlement moral par rapport à la personne que je dénonce d'agression sexuelle. Et la RATP, au lieu d'être avec moi et me donner une médaille d'or pour avoir défendu des femmes, non. Eux, ils prennent un cabinet d'avocats, plus de 50 000 € pour faire une enquête sur mon dos et essayer de me licencier. Et tout ça, après, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des femmes solidaires qui ont fait des vidéos pour dire non, on ne licencie pas Béar Lamette pour une fois qu'on a quelqu'un qui nous défend réellement et honnêtement. Et voilà, depuis cela, je me bats H24 contre cette direction qui veut vraiment me licencier, qui en a marre de moi, parce que j'ai un peu le vocabulaire qui est direct. Je tourne pas autour d'un pot. Moi, comme je dis, j'ai été élu par les collègues de la RATP et c'est eux qui peuvent me juger. Il n'y a aucune centrale syndicale, ni même mon syndicat me dirait de fermer ta bouche, parce que même si je dérange dans les grandes lignes, ben, moi, j'ai été élu par le personnel et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut se battre jusqu'au bout. Je suis chauffeur de bus, je conduis des bus, mais en même temps, j'ai été élu à la prévention sécurité, ça s'appelle la SCCT, c'est l'ancien CHSCT. Tout ce qui est urgence, c'est pour ça que nous, on dénonce souvent l'état des bus, la santé sur les salariés, le harcèlement que les gens subissent, et on le subit nous aussi. C'est pour ça que tout ça fait que la RATP veut notre tête, parce que on est au courant de tout ce qui se passe dans la RATP. C'est nous, on l'avait dénoncé à l'époque, quand il y avait le Covid, pour le nettoyage des bus, on les avait dénoncés, ça leur a coûté plus d'1 million. Et là, les RATP voulaient notre tête encore. On a dénoncé l'aération. Il faut savoir que dans l'aération, dans les dépôts, il y a des extracteurs d'air, parce qu'il y a des bus où il y a beaucoup de fumée, on a des extracteurs d'air où on savait qu'ils ne fonctionnaient pas. La RATP, là, il y a des gens qui ont monté, à peu près 72 personnes ont monté des dossiers contre la RATP sur Prud'homme pour les avoir mis en danger, tout ce qui est cancer, produits chimiques. Et la RATP, aujourd'hui, dit que nous, on était de mèche avec le cabinet d'experts
parce que on les connaît. Nous, on connaît aucun cabinet, et la RATP se retourne contre nous en disant qu'il y a un cabinet d'experts. On lui explique que c'est bizarre que les inspecteurs du travail eux-mêmes sont venus constater, ils constatent comme nous. Parce que ça leur coûterait des millions s'ils perdaient au prud'homme sur ce sujet-là. Moi, j'étais à Orline, je conduis. Moi, Orline, ça veut dire que je conduis à peu près tous les bus. Je suis en banlieue, il y a le 133, 152. C'est l'un des dépôts un peu plus durs. C'est des lignes de banlieue où c'est dur. Ça va à Sarcelles, Blanc-Ménil. Mais comme je dis, nous, moi, quand je suis rentré, je trouve que c'est un beau métier parce que voilà, on conduit. C'est vrai qu'il y a des agressions. On va pas se mentir. Voilà. Et je dis toujours que ce n'est pas un métier facile, mais les gens, 99% des gens sont très corrects dans les bus. Moi, je dis que les seuls voyous qu'il y a dans cette à la RATP, ce sont quand même des Valérie Pécresse, c'est elle qui veut démanteler la RATP. Ce soit le PDG qui touche 450 000 €. C'est lui, pour l'instant, qui est accusé de fraude et de faux. Après, on peut toujours accuser les Noirs et les Arabes, c'est eux qui fraudent dans les bus, c'est qui foutent le bordel. Mais quand on sort les plus gros dossiers, c'est pas des dossiers à 2,50 €, c'est bien des dossiers à 450 000 € d'étalement de fonds. C'est pour ça que moi je dis souvent que les plus gros voyous, ils ont un costume et une cravate. Bah, la RATP, c'est surtout Valérie Pécresse. Quand ils nous ont ramené Castex, c'était pour presser la RATP. Pour elle, la RATP, il faut commencer à la vendre. À la vendre à qui? À ses amis, les repreneurs, aux actionnaires, pour faire rentrer plus d'argent. En faisant ça, qu'est-ce que ça nous coûte, nous? Ça veut dire que nous, on va être transféré au 1er mai pour mon dépôt Flandre et Pavillon, on va être transféré au 1er mai 2026. Dès qu'on part dans les filiales, déjà, nos conditions de travail vont changer. C'est-à-dire que le repreneur pourra faire ce qu'il veut, on pourrait bosser plus, sans être augmenté. C'est ça qui est le but. Et pour Valérie Pécresse, le but, c'est que tous les 6 ans, les dépôts seront remis en concurrence. C'est-à-dire que tous les 6 ans, on sera revendu. Ça fera comme les dames de ménage, où on voit qu'ils se plaignent parce que leur salaire baisse, et tous les 6 ans, le repreneur, quand il vous reprend, c'est pour dézinguer vos conditions de travail et pour vous ramener encore plus bas qu'on est déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la casse du service public. Et qui dit casse du service public, c'est-à-dire que un repreneur pourrait dire que moi, la ligne de bus, je la fais plus passer ici, tout simplement parce qu'elle est pas rentable, il n'y a pas assez de gens, et c'est toujours les gens qui vont trinquer. Les plus gens qui vont trinquer, c'est les gens qui prennent les bus. C'est pour ça qu'on voit aussi que le Navigo, il augmente. Pécresse, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais l'augmenter. Dès que une boîte privée reprend, il y a un intérêt, c'est de faire rentrer de l'argent. Et on fait rentrer de l'argent comment? En augmentant le Navigo, au détriment des gens qui peuvent pas payer. On voit que les plus précaires, ça va être eux qui vont plus souffrir. On voit qu'il y a même une campagne de mettre des PV, d'augmenter le PV. Genre, les gens, quand ils fraudent, ils font pas exprès. S'il fraude, c'est qu'il a pas d'argent. Moi, quand quelqu'un va au travail, il a pas de quoi payer son ticket, il va travailler. Si on veut chercher un emploi, on dit on n'a pas d'argent, il faut bien payer. C'est soit que tu le mets gratuit, ou ça arrête de faire payer, de ramener plus de contrôleurs pour gratter les gens. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. C'est qu'on va gratter, d'un côté, ça coûte à peu près 700 millions pour les fraudeurs, pour récupérer 700 000 fraudeurs. Et la privatisation, ça coûte 5 milliards. Alors, c'est trop facile de dire d'aller taper toujours sur les plus pauvres, et à un moment donné, il faut arrêter, parce que cette politique de toujours vouloir aller toujours chez les plus pauvres, au lieu d'aller chez les actionnaires, les plus riches, c'est à eux de payer les transports publics. Parce qu'il faut voir, la RATP, c'est une belle enseigne. Vous pouvez croire que la RATP, tout est beau, tout est joli, mais la réalité, c'est que dedans, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, ils sont harcelés moralement. Il y en a qui viennent pas travailler des fois des 1 an, 2 ans, tellement qu'ils n'arrivent plus à subir ce harcèlement qu'ils subissent. Sans parler des pervers sexuels, quand je dénonçais les agressions sexuelles à l'époque. Il y a tout ça, les seuls qu'on défend et on va défendre seront toujours les cadres de la RATP. Eux, on les attraquera jamais. Mais on va préférer toujours taper sur le machiniste, le pauvre petit machiniste, pour dire, voilà, nous, on fait des exemples. Et les exemples, c'est nous. C'est pour ça que moi, je dis souvent que tous ensemble, on peut gagner. Il n'y a pas besoin d'étiquette syndicale pour faire la force contre la RATP. On est 20 000 machinistes à la RATP. Genre, si les 20 000 machinistes ne roulent pas, c'est pas mon directeur ou ma directrice de centre qui va venir prendre le bus. On était avec Anas, on avait fait une super action, on était rentré à la CFDT, on était parti voir Laurent Berger, lui qui avait des millions et des millions et qui voulait pas nous donner aux grévistes. On avait envahi son siège, c'était des super bons trucs d'aller envahir la CFDT, c'est quasiment le syndicat numéro 1 en France, mais bon, c'est le syndicat des patrons. Ils préfèrent avoir des millions de ce côté au lieu de donner aux grévistes que eux sont là pour se battre. Il y avait celle-là, envahir, aller dans le métro, il y a toutes les actions qu'on a fait à Gare du Nord, à Gare de l'Est, voilà, c'était la solidarité entre nous, mais il n'y avait pas de centrale syndicale, c'est-à-dire que c'était
il y avait beaucoup de gens qui étaient même pas syndiqués, c'était leur première grève, et ils venaient avec nous pour se battre, parce qu'ils savaient que c'était une super bonne grève. Parce que quand il y a la centrale syndicale, voilà, c'est eux qui gèrent, c'est un peu la grève, c'est comme le 1er mai, on se balade, on fait un peu de merguez, on fait un tour de la République et on rentre. Que quand il n'y a pas de syndicalisme, voilà, on fait ce qu'on veut, voilà, c'est la porte ouverte. Les médias, ben, on a plus la parole, parce que voilà, la parole, on ne la donne pas souvent. Moi, souvent, on me donne la parole aujourd'hui, mais à l'époque, tu vois que dans les syndicalistes, il y a, toi, t'es bon à faire des merguez, tu tiens ton piquet de grève, eux, ils viennent à 9h du matin, et c'est eux qui prennent la parole, parce qu'on te dira que lui, il a un beau français, il parle bien, il fait pas de faute d'autographe. Je préfère dire ce que je pense que de ramener un mec qui est déconnecté de la réalité, qui se lève à 9h du matin, qui vient me venir au bas de mon dépôt, me raconter sa fraise, tu vois. C'est à nous de parler, c'est notre grève et elle nous appartient. Pour moi, des vrais manifs, c'est des manifs sauvages où tu bloques tout ce qui est à bloquer, tu vas dans les routes, t'es pas là à suivre un cortège à la queue leu où, voilà, il y a un camion, on est tous dans un camion. Non, c'est une grève qui fait mal et qui fait peur. C'est celle qu'on a fait en 2019 avec, il y avait la coordination RATP SNCF. Celle-là a fait très mal parce que c'était une vraie grève et personne ne pouvait nous dire ce qu'on faisait. Et tous les jours, il y avait des actions à faire, on se préparait pour faire des actions, aller en manif et ne pas être derrière un camion et ne pas déborder de ligne. On peut même revenir sur les grèves des Gilets jaunes. Pourquoi les Gilets jaunes, on a eu peur d'eux? Parce que personne ne les contrôlait. Et c'est ça, au point de leur tirer dessus. C'était que le gouvernement avait peur d'eux parce que ils étaient incontrôlables. Et c'est ça. Quand vous êtes contrôlé par des centrales syndicales, ben le gouvernement, il sait qu'à un moment donné, quand ils vont leur dire, bon, c'est bon, tout le monde rentre à la maison, les syndicalistes en haut vont dire, allez, tout le monde rentre. Mais les Gilets jaunes, c'est des grèves comme les Gilets jaunes. Allez dans la rue, dans des ronds-points, on fait quoi demain? On sait pas, on verra demain. Et c'est ça la vraie. Il y a que comme ça qu'on peut faire peur, déjà à un gouvernement et à la RATP, parce que la RATP, c'est le gouvernement. On peut pas avoir, si on met Castex à la tête de la RATP, c'est que c'est le gouvernement, c'est eux qui décident, c'est eux qui veulent vendre la RATP. Et moi, je pense, ouais, c'est ça. C'est tous ensemble dans la rue pour dire stop, on voit que la vie, elle est chère. Elle est très très chère la vie. Nous encore les RATP, on peut dire ça va, on est bien, on a un boulot. Moi je pense toujours aux gens qui sont dehors, aux maçons, aux peintres, aux dames de ménage, à tous ces gens-là. Et nous quand je me bats pour tous ces gens-là. Parce que moi je sais que mes parents, souvent je parle de mon père parce que quand il est venu ici, il était peintre dans les immeubles. Ben, les patrons lui ont fait la misère, il n'avait pas le droit de parler, c'était la guerre d'Algérie, après la guerre d'Algérie, on est bossé ici. Et moi, j'ai dit, moi, jamais un patron, il va me dire baisse la tête, mais même pas en rêve. Quitte à je perds mon travail, mais il y a personne qui me fera baisser la tête. Et c'est pour ça que quand je me suis battu, on essaie de me virer, j'ai toujours gardé la tête haute pour dire à ce patron, mais non, vous êtes patron, je suis patron, c'est de l'entreprise, c'est ma boîte. Parce qu'eux, ils sont là pour 4 ans, ils se barrent. Moi, ça fait 21 ans que je suis là, c'est-à-dire que moi, j'ai plus d'ancienneté que vous. Moi, je pense que on peut revoir. On a bien vu que Air France, quand ils ont tiré la cravate du RRH, on voit bien que quand les travailleurs en ont marre à un moment donné, bien sûr qu'il faut se révolter. Bien sûr que tout est possible. Mais tout ça, ça dépend pas de... Moi, je pense que pour arriver à ce stade-là, comme en mai 65 ou 68, ou même dans les années 95, les grosses grèves de 95, je pense que ces gens-là n'étaient pas dirigés par des centrales. C'est-à-dire à un moment donné, ils ont dit stop, il faut qu'on va à la guerre. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Les gens sont tellement énervés que moi je pense que ça va exploser bientôt pour que tout le monde descende dans la rue et avoir un gilet jaune bis ou gilet jaune rouge ou n'importe quoi. Mais à un moment donné, on peut pas laisser se faire tabasser tous les jours et ramper. La vie devient dure et il faut se battre. Le but aujourd'hui, c'est de refaire un gilet jaune parce qu'on leur a mis comme une étiquette que les gilets jaunes c'était des racistes. On a laissé cette rumeur là. On voit bien que c'est surtout les centrales syndicales qui voulaient pas se mélanger avec eux. Parce qu'ils avaient fait un super mouvement. On a des syndicalistes, ça fait des 130 ans qu'ils sont là, et n'ont pas fait ce que les Gilets jaunes ont fait. Je veux dire, et c'est pour ça que je dis que moi, je les félicite. Qu'on lance la rumeur, c'est des racistes ou des fachos ou je sais pas quoi. Écoutez-moi bien, moi je travaille à la RATP, il y a bien des gens à la CGT, ils s'aiment pas entre eux, c'est comme des racistes ou pas, mais à la base ils sont partis se battre. Je veux dire, que tu sois musulman, arabe ou noir, ton seul problème c'est le patron pour l'instant. C'est lui qui te tabasse. Lui, qu'il n'aime pas les Arabes ou qu'il n'aime pas les Noirs, bon, chacun sa vie politique. Il y en a qui votent de droite, il y en a qui votent de gauche, il y en a qui votent le Front National. Moi, je suis contre le Front National, tout ça. Mais voilà, quand on descend dans la rue, le mec, quand il n'a pas d'assiette, il dit pas c'est la faute de l'Arabe ou de le Noir. Il faut que tout le monde se réunisse pour aller se battre. Et moi, je dis souvent, il faut expliquer aux gens qui n'aiment pas les Arabes et les Noirs. Nous, on vole le métier de personne, on est là pour se battre. C'est les patrons qui volent les métiers des gens. C'est les patrons qui sont augmentés, qui touchent des millions. On prend des Carlos Ghosn qui se sauvent dans une malle. Alors lui, c'est lui l'escroc de service, c'est pas le vieux pauvre ouvrier de Renault qui travaille la chaîne et qui est en train de se dire, ouais, moi, le cousin arabe, il est en train de me voler mon boulot. Mais non, c'est tout ce qui est,
on délocalise tout dans des autres pays, c'est ces problèmes-là. C'est parce qu'ils veulent toujours faire plus. Et tous ensemble, bien sûr qu'on peut changer ce monde. Bien sûr que, oui, quand tu vois qu'il sort et il tabasse 2 policiers, parce que ça faisait quand même 3 semaines que les policiers tiraient sur les gilets jaunes, on les a éborgnés. Bien sûr que ça fait plaisir de voir ça, parce que on voit souvent, nous, on se fait tabasser sur des piquets de grève. Et ces policiers-là, moi, c'est pour ça que ça me dégoûte quand même. Moi, franchement, j'aime pas la police. Moi, je sais ce qu'ils m'ont fait. On était dans nos banlieues, ils nous ont tellement matraqués que quand je suis rentré à les rappeler, ils ont continué de matraquer. Bien sûr, ça fait plaisir qu'ils cognent. À la base, c'est eux qui les ont cognés. Qu'est-ce qu'on a fait à tous ces gilets jaunes, ces pauvres qui venaient de la campagne, ils venaient de partout pour demander quoi? Un peu plus d'argent. Et en plus, ils se battaient juste pour de l'essence. On leur a tiré dessus. Et ouais, bien sûr que c'est ce qu'il faut. Parce que eux, en tout cas, quand ils vous attrapent dans un petit coin, ils vous cassent votre tête. Eux, personne les juge. Et on est parti le foutre en prison, tout simplement parce qu'il a mis 2-3 droites à des policiers que eux-mêmes ont éborgné plusieurs gilets jaunes. J'ai un message à passer aux âgés. Moi, pour moi, comme je dis souvent, c'est une honte de faire des Navigo à 89 balles. C'est déjà, c'est super cher. Quand on voit la qualité des transports, toujours en retard, métro bondé, on dirait que c'est tous entassés comme des moutons dedans. Et ça, c'est Valérie Pécresse qui installe les tarifs. Et à un moment donné, il faut arrêter. Les transports, c'est des transports publics. Logiquement, c'est des transports, ça doit être gratuité pour tout le monde. Alors, il y a assez d'argent pour faire des transports gratuits. Non, nous, on veut faire de l'argent sur le dos des pauvres. Parce que les gens qui prennent les transports, 95%, ce sont que des ouvriers. Ce sont que des gens, des dames de ménage, des infirmières. Moi, quand je conduis le bus à 4 heures du matin, je vois c'est qui les premiers du matin qui vont travailler. Et c'est eux à qui on facture le plus cher le Navigo. Parce que le riche, lui, il en a rien à carrer des transports. C'est pour ça que pour moi, c'est une honte d'augmenter les transports. Ça doit être gratuit. Plus ça va, parce que plus ça va, plus c'est cher. Si pour une famille où il y a 5 personnes, ça fait à peu près 500 € le Navigo. On prend pour les mômes, tout ça. Ça fait super cher. Et tout ça, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. En tout cas, 90 balles, c'est super cher pour les usagers. Et à un moment donné, les usagers aussi devraient aussi faire grève avec nous. Dire voilà, stop. Venir des fois devant les dépôts. Faire une banderole, dire le Navigo à 89 balles, c'est non. Et soutenir, parce que nous, en tout cas, on le dénonce souvent. Et l'usager doit aussi soutenir en faisant des mots, de faire des banderoles, de venir devant les dépôts pour créer leur mécontentement. Je fraudais, mais moi, mes parents, nous, on est une famille de 8 enfants. Mon père, il touchait à l'époque, c'était en francs, 4 ou 3 000 francs, il payait, mais il n'avait pas les moyens de nous payer des Navigo, même s'il voulait. Et même moi, en tant que jeune, j'allais pas dire à mon père, payez-nous des Navigo, en sachant qu'il déjà, il venait, c'était bien qu'on arrivait à se nourrir. Les salaires étaient bas, alors bien sûr que tu fraudes pas parce que tu as envie de frauder, tu fraudes parce que tu n'as pas les moyens de payer un Navigo ou de payer des tickets. La RATP a investi dans plusieurs contrôleurs, on investi dans plusieurs contrôleurs et augmenté les PV parce qu'elle dit c'est en augmentant les PV que les gens vont payer. Déjà, ils n'arrivent pas à payer un ticket à 2 € et nous, on va augmenter les PV. Et moi, je trouve que c'est une honte. Il faut dénoncer ça publiquement. Il n'y a pas de honte à avoir. On n'est pas là pour payer des amendes. Et soit qu'il fraude, il fraude. Mais là, s'il fraude, c'est qu'il n'a pas d'argent, c'est tout. La directrice, souvent, je lui disais, quand elle venait pas travailler pendant une semaine, elle a rallumé son ordinateur. Voilà, elle ouvrait ses mails, elle mettait tous ses mails à la poubelle, elle mettait reset. Mais je veux dire, la réalité, c'est que ces bus, ils roulent. Moi, qu'elle soit là ou soit pas là, à 4h30 du matin, il y a à peu près les premiers sortants, il y a à peu près une trentaine de bus qui sortent. Il n'y a pas de chef le matin. Il y a le chauffeur, tu as une carte, tu badges, tu prends ton bus et tu sais ce que tu as à faire. Je veux dire, le chef, lui, c'est un surplus chez nous. Le directeur qui touche 30 000 €. La directrice, à peu près, elle touche 9 000 €. Je veux dire, elle, on pourrait lui retirer son salaire. Je veux dire, ça sert à rien. On a le directeur, s'appelle Patrice Lovisa, c'est le directeur de RDS, de bus. Lui, il est à peu près à 30 000 balles. Je veux dire, lui, il sert à rien du tout. Aujourd'hui, on sait que la RATP, c'est comme un jeu de Monopoly. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. C'est, je fais un coup de dé avec Pécresse et le PDG Castex. Et voilà, ils sont en train de jouer au dé, en train de tout dézinguer pour leurs potes. Et c'est le plus gros jeu de Monopoly, avec des braqueurs à la tête de la RATP, pour défoncer tous les ouvriers d'en bas et les salariés. C'est pour ça que nous, on doit leur dire qu'à un moment donné, bon, on va pas se laisser faire. Quoi qu'il arrive, on peut pas baisser la tête. Ils se battent tous ensemble pour dire que c'est notre entreprise, que nous, on peut la faire rouler sans eux. Eux, c'est juste un surplus dans notre vie. Ils pourraient se barrer où ils veulent, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. En plus, on les voit jamais. Moi, je pense que s'il n'y a pas de policiers pendant 24 heures, moi, je pense que les Carlos Ghosn, les gros patrons, le gouvernement
mais prendront eux-mêmes des hélicoptères pour se barrer. Parce que je pense avec toute la colère qui est engendrée depuis des années et des années, ben je pense que ceux qui ont donné l'ordre de nous tabasser, mais je pense que ce sera leur tour de se faire tabasser. Parce que quand on donne des ordres à des policiers ou à des services de nous tabasser, c'est que ça vient bien de quelqu'un. On sait qu'on a eu un président où son seul mot d'ordre, c'est d'aller tirer sur toute la planète. Parce que quand on laisse la brave matraquer, défoncer des gens, tuer des petits jeunes comme Naël, c'est que ça vient bien de son gouvernement à lui. À l'époque, il n'y avait pas autant de trucs comme ça. Depuis à ce gouvernement, c'est carte blanche, faut tirer sur toute cette jeunesse. Toute cette jeunesse, comme il dit, cette jeunesse racaille. Moi, je pense que c'est pas une jeunesse racaille. C'est une jeunesse qui a besoin de travail. C'est une jeunesse qui souffre. Bah oui, tout le monde souffre. On est tous passés par là. Et on sait que les seuls voyous sont bien ceux qui tirent dessus. Parce que nous, encore à ma connaissance, on a tiré sur personne. Et si c'est pour un délit de fuite qu'on vous brise la vie, ça c'est moi, je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de policiers pendant 24 heures, je pense que le gouvernement, il va être dissous rapidement. Un mot d'ordre, c'est tous dans la rue. Tous dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on est en train de vanter le Front National comme quoi c'est un gouvernement qui est super bien. Faut pas tout mélanger. Le Front National et les fachos resteront toujours des fachos. Ils peuvent pas nous piffrer. Nous, on les aime pas. Et ce sera tous dans la rue, parce qu'en 2027, je pense que, vu que Marine Le Pen, elle, ils l'ont boycotté, elle va finir en tôle. Pas sûr, parce que bon, là, je vois que pour 4 millions, ils m'ont dit que c'était pas très grave. Elle, la justice, pour 4 millions, oui, faudrait qu'elle puisse se présenter. Toi, tu voles une pomme, tu fais 3 ans de placard. À un moment donné, il faut pas déconner. Et ce qu'on dit, c'est tous dans la rue, ne pas lâcher. Contre ce gouvernement, que ce soit Macron ou n'importe, ce sera toujours un gouvernement de droite. Et il faut se battre contre eux, quoi qu'il arrive. Et au bonheur. C'est un monde sans facho.